Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 FM et maintenant en DAB+. Ce matin, c'est le feu au studio, tout le monde danse. Certainement la suite de la fête de la musique. Vous nous rejoignez dans l'émission Plongée au cœur de l'entreprise que j'ai le plaisir d'animer avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Marie-Alix, bonjour à tous. Bon, par les fêtes de la musique, tu nous racontes ton week-end ? Eh bien, je pense qu'effectivement, la fête de la musique a été absolument redoutable. J'ai eu la chance de la passer à la Rotonde, à Aix-les-Bains, établissement bien connu du groupe Épicure, partenaire de la Radio Grand Lac qu'on salue. Donc Jean-Sébastien et Agnès Alfonsi et toute votre équipe, déjà bonjour. Et puis un grand merci parce que je pense qu'on était tous à peu près à 1 mètre du sol, en dansant, prenant des photos, en filmant. Enfin voilà, comme dirait Marie-Alix, un peu un côté boomer, mais très sympa. Non, alors je dis côté boomer parce que Laurent dit il y avait des jeunes qui m'ont mis tout de suite sur Insta. Bon, forcément, je l'ai traité de boomer. En bande organisée. Petite vengeance. Nous sommes en direct dans l'émission Plongée au cœur de l'entreprise. Notre vœu avec Laurent, c'est vous faire découvrir les pratiques de management et de ressources humaines des entreprises du territoire. Et aujourd'hui, vous n'allez pas être déçus du tout. On va vous faire découvrir une entreprise que peu d'entre nous connaissent. En tout cas, c'est mon point de vue. Moi, j'ai découvert des choses, j'ai découvert des services. Et on va vous faire découvrir une personne qui est alignée entre ses actions, ses pensées et ses promesses. Nous accueillons donc aujourd'hui Sandra de Chaumet, qui est DRH d'énergie et services de Seyssel. Bonjour Sandra. Bonjour Marie-Alix, bonjour Laurent. Comment vas-tu ? Ça va, un petit peu stressée, mais ça va. Un petit peu stressée, c'est pas grave, t'inquiète pas. L'idée, c'est qu'on se déstresse dans l'émission, donc tout va bien se passer. Ça va bien se passer. On a une super équipe qui nous accueille, avec Sandra et Jean-Pierre, qui nous mettent à l'aise toujours, toujours le petit mot pour nous mettre à l'aise en début d'émission. Donc Sandra, la petite tradition quand même, c'est que avant de débuter l'émission, on essaye de comprendre qui tu es. Enfin avant... Le début de l'émission, en tout cas, c'est ça. Donc, raconte-nous ta vie, ton œuvre, d'où tu viens et comment tu es devenue DRH. Eh bien, voilà, moi, je suis Sandra de Chaumet. Donc, j'ai une 20aine d'années d'expérience donc dans les ressources humaines à présent. Mais d'où je viens, moi, dans mon cursus initial, j'ai fait des études de chimiste, en fait. Oh là là. Donc, j'ai travaillé en laboratoire. Notamment en laboratoire de R&D. J'insiste parce que c'est en fait le fil conducteur, c'est la curiosité en fait. J'ai beaucoup d'imagination et je suis assez curieuse et finalement j'ai trouvé mon plaisir à l'époque quand j'étais toute jeune. Mais il y avait une dimension humaine qui me manquait au laboratoire et finalement de fil en aiguille. Je me suis assez rapidement dit qu'il fallait peut-être me trouver un autre travail. Et puis, au fil d'une rencontre, j'ai pu intégrer le métier du recrutement. Et ensuite, je me suis perfectionnée dans le métier des ressources humaines. Voilà, suite à cette rencontre, cette belle rencontre d'ailleurs. Oui, je me souviens, tu m'as dit, enfin, quand on préparait l'émission, tu nous as dit, c'était super, j'adorais mon métier, mais il fallait que je parle à des gens, et là, je parlais à personne. Oui. Ouais, t'avais même dit, j'aime le côté analyste, mais pas le côté je ne parle à personne. Oui. Première chose. Après, tu nous as dit, j'ai un esprit de baroudeuse. Oui. Voilà. Et la troisième que j'ai notée, je n'ai jamais regretté un seul jour d'avoir changé de monde. Oui. Ça, c'est... Oui, moi j'aime mon métier et puis j'aime ce qu'on peut faire avec les gens. Effectivement, ça nécessite de beaucoup communiquer et donc là je me fais plaisir en fait dans mon métier. Et alors ce premier pas dans les RH, comment ? C'était donc l'ouverture d'une société de recrutement. À l'époque, il y avait les agences d'intérim qui faisaient que de l'intérim. Et puis, je sais pas si souvenez-vous, il y a eu la possibilité ensuite pour les agences d'intérim de faire du placement permanent, que ça s'appelait. C'était les CDD, CDI. Et moi, j'ai été embauchée à peu près à cette période-là. Et donc c'était génial parce que finalement j'avais la posture vraiment du consultant, mais également de la société d'intérim, et je rencontrais des gens tous les jours parce que ça faisait partie de mes missions de découvrir les parcours de chacun et ensuite de pouvoir les proposer à mes clients.
Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que tu disais, ce serait bien que tous les RH passent par le prisme du recrutement. Complètement. Parce que je pense que c'est la base pour travailler les ressources humaines. C'est vrai que découvrir les gens, découvrir les différentes personnalités, les différents parcours, les différentes logiques, on s'aperçoit assez rapidement que il n'y a pas un parcours pareil, il n'y a pas une philosophie identique. Après, il y a il y a quand même des grandes racines qui se retrouvent, mais la richesse humaine, on peut vraiment en parler quand on a fait du recrutement pendant plusieurs années, quoi. Et ce que j'aime, moi, parce que j'ai aussi commencé par le recrutement, alors quand j'étais opérationnelle, mais ce que j'aimais dans le recrutement quand j'étais RH, c'était aussi de comprendre les métiers. Parce qu'on est obligé d'aller voir les managers pour comprendre leur métier. Oui. Et effectivement, après, c'est comment on découvre les autres et comment on voit les différents parcours. Non. Oui, pardon. Mon point, c'était ce que c'est. Je te rejoignais juste. Non, c'était une affirmation. C'était une figure de style que j'aurais pas dû utiliser. C'était une vraie affirmation. C'est-à-dire que je te rejoins complètement là-dessus. C'est découvrir les gens, regarder comment certains parcours peuvent adhérer à nos propres besoins en interne, et surtout bien comprendre nos métiers en interne. Oui. Oui. Bien comprendre nos métiers en interne. Moi, je prends souvent mon poste, et d'ailleurs, je pense que dans mon parcours, le fait d'avoir travaillé dans une société de service me sert beaucoup au jour d'aujourd'hui, parce que j'estime qu'on est aussi les premiers VRP quelque part de notre entreprise sous l'aspect humain, et pour le coup, de maîtriser à la fois les personnes, les processus, les activités. Enfin, c'est ce qui fait vraiment la beauté de notre métier, c'est d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir en parler le mieux à qui que ce soit d'ailleurs. Et je crois aussi, de mes souvenirs de notre préparation, que ça a développé un des soft skills que tu possèdes beaucoup, c'est l'écoute. Oui. Parce que nous sommes obligés d'écouter les candidats et les managers. C'est vrai. Moi, quand j'ai recruté, on m'a dit surtout, tu fais pas les réponses à la place du candidat, tu les écoutes, t'écoutes son parcours, t'écoutes sa vie, et ensuite tu regardes si ça fait le besoin, la bonne adéquation entre le besoin client, le besoin métier et la bonne personnalité, parce que, comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a que des bonnes personnes au bon endroit. Simplement, il faut aussi savoir que on n'est pas tous faits pour travailler dans les mêmes métiers, parce qu'il y a des métiers qui nécessitent un peu de communication. Et par exemple, moi, j'étais très malheureuse quand j'étais dans un métier où il fallait, avoir peu d'interaction avec les autres, quoi. Donc j'en étais malheureuse. Donc c'était pas que le métier, il était pas satisfaisant, c'est simplement que j'étais pas en adéquation avec les besoins métiers. Ce qui est vrai, c'est que tu es issu du milieu scientifique. Oui. Donc effectivement, l'ouverture aux autres, c'était pas impossible, mais c'était pas non plus naturel par rapport à ton métier d'après. Moi, j'ai noté un truc vraiment très 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 sympa, c'est quand tu as commencé en tant que généraliste RH dans une entreprise, je cite, de patates et de condiments. Oui. Et que tu as dit, je suis au cœur de l'entreprise et je cite à nouveau, on fait avec les compétences du coin. Et là, je me suis dit, mais ça veut dire que Sandra, elle est obligée, entre guillemets, de comprendre comment aller au mieux au contact des gens en proximité immédiate au niveau territorial avec l'entreprise, et d'essayer justement d'ouvrir peut-être le champ d'ouverture, d'écoute des candidats, des potentiels, des métiers. Est-ce que tu peux nous en parler ? À l'époque, oui, en plus c'est mes tout débuts. Je m'expérimente, on va dire, en tant qu'RH, mais effectivement, j'ai mon PDG qui me parle de son grand projet de stratégie où il va tout industrialiser, tout automatiser, alors qu'on travaillait à la main, on comptait à la main, on faisait tout à la main. Et c'est vrai que les personnes autour de l'entreprise, elles n'avaient pas forcément un niveau d'études très élevé. Et donc, on leur proposait du travail manuel. Donc, en fait, j'ai envie de dire, il y avait une bonne adéquation entre l'expertise des gens et le besoin de l'entreprise. Et puis, quand mon patron vient me voir en me disant, mais Sandra, on va faire ça, c'était très ambitieux. Et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est génial, j'ai vraiment envie d'en faire partie. Donc j'ai été sourcer mes différents partenaires avec locaux,
Je me souviens qu'il y avait l'association des industries agroalimentaires avec qui je suis rentrée en contact également pour mettre en place un cursus de coaching. Enfin, l'OPCO, c'était pour monter en place à l'époque, des CQP en fait, pour qu'on aide les opérateurs à monter en compétence sur les machines. Il y avait ça, il y avait aussi l'école. Je me souviens plus vraiment, mais il y avait tout ça à mettre en place. Et puis aussi moi, sur mon côté à moi, comme j'avais appris sur le tard, eh bien j'ai eu le besoin de me former. Donc je suis repartie aux études. J'avais une 30aine d'années, 2 enfants en bas âge, même pas peur. Et voilà, je suis repartie aux études. Bon, j'ai fait l'école IGS. Suivre un master en management et direction des ressources humaines, voilà, quelque chose comme ça s'appelait. Ce que je trouve intéressant dans ton parcours, alors pareil, on ne découvre en fait que des DRH qui ont des parcours atypiques, donc je vais arrêter de dire que les DRH ont des parcours typiques, ce n'est pas vrai. C'est que tu as commencé par autre chose. Tu as été scientifique, puis après tu as appris via le recrutement, tu as appris sur le tas, après tu es devenu des RH généraliste, t'as appris sur le tas et à un moment donné t'as dit bon, je vais quand même essayer de structurer un peu tout ça pour utiliser ce que j'ai appris pour me former. Et alors cette formation après, où est-ce que ça t'a amené? Déjà j'y ai trouvé mon compte parce que c'est exactement ça. Pendant 2 années j'ai vraiment appris le RH business partner en fait, comment on accompagne la direction dans ses besoins. Donc effectivement on m'a fait monter en compétence également sur l'aspect business. C'est-à-dire que chaque chose a un coût, comment on optimise les temps, qu'on processe les choses. Enfin voilà, j'ai vu tous ces aspects-là. Et puis, c'était 2 années de reprise d'études. Et puis, la première année, j'accompagne mon entreprise, sur les premiers aspects qui me semblent évidents. Et puis finalement, mon mari a trouvé du travail ici dans la région et donc j'ai été amenée à terminer mon parcours de formation ici en Savoie. J'ai trouvé du travail à la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc à l'époque, qui menait en place un projet de mise en place d'une GPEC. Et moi, je faisais justement mon sujet d'étude sur la GPEC, donc j'étais très très contente de prendre ce poste ici. En Savoie-Mont-Blanc. La GPEC qui t'amène en Savoie, parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais t'étais plutôt... Ah oui, en région centre. En région centre, oui. Qui est ta région d'origine, oui, on peut le dire. Et tu es devenue une Savoyarde, amoureuse de la région peut-être. Oui, d'Aix-les-Bains particulièrement. Bienvenue à bord. Et donc, par opportunité, tu suis ton conjoint, tu arrives à Aix-les-Bains et tu travailles sur le sujet du siècle, la gestion. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas les acronymes en tête, c'est la GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est devenue aujourd'hui la GEPP, gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels, et qui évoluera certainement dans le futur. Raconte-nous un peu cette expérience. Eh bien, à l'époque, la Chambre d'agriculture, comme tout organisme public, voit ses subventions diminuer avec le temps. Et pour autant, l'ambition politique était de maintenir un niveau de prestation auprès des agriculteurs identique. Et donc, le projet de la Chambre d'agriculture, c'était de dire, de toute manière, on est un organisme de référence quand un agriculteur veut s'installer. Mais finalement, cet agriculteur, quand il débute, il a besoin d'accompagnement, de conseils, et donc ils ont fait une sélection en fait de conseils avec des prestations payantes. Seulement en place, les salariés qui étaient là depuis tout temps, pour eux, le changement de culture, parce que là, on arrivait en fait dans une culture business, alors qu'on est dans un organisme public, il y a un petit peu quelque chose, qui est pas tout à fait. Enfin, à l'époque, en tout cas, on était vraiment à ces débuts-là. Donc, il a fallu accompagner toute la stratégie RH. Dans ce nouveau métier, dans cette nouvelle posture qu'on allait demander aux salariés. Donc ça a débuté par un travail de référentiel, de la création d'un référentiel des compétences, d'accompagnement de managers. Également, à l'époque, j'ai beaucoup travaillé avec les représentants du personnel, qui étaient aussi vraiment une partie prenante dans le projet.
Voilà. Beaucoup de communication pour faire évoluer les postures. Voilà, il y a beaucoup de réunions. Finalement, c'était la conduite du changement. On a écrit un projet, on a suivi nos étapes et voilà. En parallèle, on a mené aussi une étude sur la qualité de vie au travail parce que effectivement, il fallait s'intéresser aussi aux conditions de travail de ces collaborateurs, parce que finalement, si même leur emploi changeait, il y avait peut-être des aspects organisationnels qui devaient évoluer en interne chez nous. Et l'idée, c'était, moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Il n'y a pas de tabou, on parle de tout. Et quand il y a un irritant, on ne le cache pas, on le soulève et on en parle sur un plan professionnel, tout simplement. Il n'y a pas de place sous le tapis, en fait. Non, j'aime pas ça. Moi, je fais le ménage. C'est pas mal, ça. Et tu as parlé à propos de cette expérience également d'emmener les collaborateurs dans une spirale vertueuse. Et j'ai pris beaucoup de tes citations, je suis désolé, Sandra. Quand on a tous la même volonté, on y arrive. Oui, ça, j'y crois fort. C'est ce que j'ai aimé aussi à la Chambre d'agriculture, c'est que l'esprit collectif est prégnant, en fait. Tous les projets agricoles sont souvent, en tout cas la réussite des projets sont une réunification en fait de personnes qui croient en ce même projet, et à plusieurs on est plus fort. Enfin ça, j'en suis intimement convaincue. Maintenant, réunir tout le monde, ça prend du temps. Parler des sujets, dire ce qu'on va faire, dire ce qu'on a en tête, ça prend du temps. Mais c'est pendant ce temps-là que les petites graines se sèment et ensuite on vient récolter le fruit. J'ai beaucoup de références agricoles et moi-même, je suis issue du milieu agricole, alors je suis très terre à terre sur tous ces aspects-là. C'est parfait. Et puis, moi, ce que j'aime aussi là-dedans, c'est que ça casse un peu l'image du DRH dans son bureau enfermé. Oui. Tu parles du monde agricole, tu parles de l'extérieur, tu parles de la collectivité. On est vraiment là-dedans et c'est ça les RH en vrai. Oui. Alors, après cette expérience, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'aujourd'hui, je sais que t'es plus là. Non, effectivement, le projet, en tout cas, la présidence ne souhaitait pas renouveler son mandat. Ma direction s'en allait à la retraite. Et effectivement, je me suis interrogée à ce moment-là sur émoi, finalement, parce que moi, j'ai suivi d'abord des hommes avec un projet ambitieux. Et finalement, je me suis dit, moi aussi, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, j'aime bien passer le relais aussi. Je considère que c'est aussi intéressant d'avoir des nouveaux esprits penchés sur un même projet. Donc c'est comme ça que j'ai vu les choses. Et donc à l'époque, j'ai retrouvé du travail au Galeries Lafayette, qui avait également un projet assez ambitieux. C'était réinventer le commerce de demain dans les grands magasins, puisque les Galeries Lafayette appartiennent à la branche des grands magasins. Et donc voilà, il y avait ce projet-là, avec aussi le projet de immobilier. On a refait un centre commercial à la place des Galeries, et donc il y avait divers enjeux à l'époque. Et, ce que tu ne dis pas, c'est que l'un des gros enjeux, c'était quand même la Covid, parce que c'était en pleine pandémie. Ah oui, Covid. C'est vrai, oui. On a été fermés, voilà. On faisait partie des non-essentiels, donc c'était comme ça, soit. Oui. Donc non essentiels, et je rappelle pour les personnes qui ne savent pas, donc les non essentiels, ça veut dire que les DRH travaillaient 100% de leur temps. C'est ça. Et donc tu as été d'un grand support, je crois, à tous ces collaborateurs des Galeries Lafayette qui, eux, ne pouvaient pas forcément travailler. Ouais, c'était une période assez difficile, mais c'est comme ça fait partie des parcours, on va dire. Après les galeries, ta voix t'emmène un peu ailleurs. Oui, je suis revenue un petit peu dans le milieu agricole, sur un projet qui était... Alors, qui était, comment on va dire, ambitieux, challengeant. Non, il y avait de grosses problématiques RH. Et donc, moi qui n'ai pas trop peur, en fait, je me suis dit, allez, on y va, ça a l'air intéressant. Mais en fait, non. Assez rapidement, je me suis aperçue que ça n'allait pas me convenir. Et donc j'ai demandé... à partir, j'avais un non-alignement sur les valeurs humaines, justement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est RH et qu'on n'est pas aligné sur la manière dont on traite les gens dans l'entreprise. Voilà. Point commun que vous avez, mesdames, dans vos parcours respectifs, dès que ça ne s'est pas aligné en termes de valeurs, en tant que RH, vous dites « je change ».
Oui, si on n'arrive pas à moi je dis toujours, si j'arrive plus à bouger les lignes, c'est que c'est plus ma place ici et je vais voir ailleurs et c'est pas grave. Ouais. Et c'est ce que tu disais, il y a aussi une transmission, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la suite et qui s'y prendra d'une autre manière. Qui s'y prendra d'une autre manière, qui sera peut-être plus aligné, qui arrivera à bouger les lignes ou qui aura pas envie, mais en tout cas qui fera les choses d'une autre façon et c'est pas plus mal. Oui. Moi je trouve que c'est intéressant dans ton parcours, parce qu'on commence par le recrutement, on va vers les compétences et donc effectivement un recrutement, on parle pas de recrutement sans parler de compétences. Tu vas faire du RH généraliste et là aujourd'hui, donc on a tout fait là, je crois dans le parcours, on arrive à ta dernière expérience, mais c'est quoi? Alors il y a Laurent qui peut parler. Mais c'est la parole parce que là il saute sur sa chaise. Je saute sur ma chaise parce que tu es en train de dire compétences. Attention, avant la prochaine expérience, celle dont on va parler, on a un petit clin d'œil, c'est que tu as fait un bilan de compétences. Oui. Donc je rebondis sur le mot compétences. C'est vrai. Pour une fois, je rebondis sur ma chaise pour un truc qui vaut le coup. et surtout, la dame qui t'a fait faire ce bilan de compétences a dit une phrase, j'ai noté, 3 phrases comme d'habitude. Il faut que tu recrutes ton patron. Oui. D'accord. J'ai trouvé ça tellement intelligent. Ensuite, tu as dit, et là, la lumière est revenue, signée Sandra Chaumet. Et je t'ai dit, moi, tu me fais penser, en parlant comme ça, à une citation de Michel Audiard que j'aime énormément, qui dit, et après je te laisse la suite, heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Oui. Alors, quel patron as-tu recruté? Après, c'est un concours de circonstances, mais c'est vrai que mon regard a changé à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que effectivement, je pouvais aussi moi choisir les hommes avec qui j'avais envie de travailler. Et j'avoue que moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et donc, je me remets à chercher du travail tout naturellement, et je rencontre des patrons, des patronnes aussi. Et puis finalement, quand j'avais moi terminé les questions, j'avais terminé de répondre à leurs questions, c'est moi qui suis rentrée dans mes questions. Vous savez, souvent en fin d'entretien, on demande si les personnes ont des questions. Et là, je suis arrivée avec mes questions qui étaient bien établies, notamment sur, moi, je sais lire un bilan social, donc en fait, les chiffres me parlent. Et donc, finalement, à partir des chiffres, je vois si l'entreprise, quelles sont les premières actions qui seront à mener, et voir si j'avais un discours cohérent entre les chiffres et puis ce qu'on me présentait, ce qu'on voulait bien me présenter, en fait. Voilà. Parfait. Et est-ce que tu peux juste nous donner le nom? Je l'ai donné en début d'émission, mais nous dire où tu arrives. Aujourd'hui, je travaille à Énergie et Services de Seyssel. C'est une entreprise, on est gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur un secteur déterminé, sur 36 communes entre Seyssel et Argonay. Donc, il y a 2 établissements. Donc on assure la distribution d'électricité et aussi la fourniture d'électricité au tarif réglementé de vente. Alors je vous laisse là-dessus, on va faire une petite pause musicale et on va reprendre juste derrière, et restez avec nous parce que je suis sûre que rien qu'en disant ça, Sandra a fait susciter des interrogations en vous. Comment ça? Il n'y a pas qu'une seule entreprise qui distribue de l'électricité en France. Oui. Radio Grand Lac, votre radio locale. C'est sur le 92.1 en DAB et sur l'application 100% gratuite. Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Vous êtes dans l'émission Plongée au cœur de l'entreprise que j'ai le plaisir d'animer avec Laurent. Et aujourd'hui, nous accueillons Sandra de Chaumet, DRH d'Énergie et Services de Seyssel. Sandra, tu as commencé à nous dire 2-3 mots et là je t'ai dit, mais comment ça? Comment est-ce possible? Il n'y a pas qu'une seule entreprise en France qui fait cela. Non. Raconte-nous tout. Oui, en fait, également, moi j'ai découvert la particularité de la France à ce moment-là dans mon parcours d'emploi. En fait, donc Énergie et Services de Seyssel, c'est une entreprise locale de distribution. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il en existe encore 150. Mais finalement, notre entreprise a plus de 100 ans d'âge et faut savoir que au début de l'électricité, alors quand on a préparé l'émission, on était en train de regarder les dates historiques. Donc en fait, l'électricité est présentée comme un sujet, enfin vraiment un moyen moderne. Je regardais encore ce matin. Finalement, c'était le sujet était évoqué comme étant une évolution sociale, qui allait contribuer au bien-être de la population. Donc ça, c'était en 1881 au centre
au Congrès universel de l'électricité. Et à l'époque, on fait que d'en parler, on présente le produit, mais la France est rurale. Et finalement, l'électricité, oui, on veut bien, mais les moyens techniques, tout le monde ne pouvait pas en disposer. Et donc, ce sont les communes qui se sont dotées les premières dans l'investissement de l'électricité. Et donc là, en l'occurrence, pour mon entreprise, en 1923, il y a quelques communes qui se rassemblent et qui se dotent de leur propre réseau d'électricité. Et donc, de fil en aiguille, ils ont démarré à une quinzaine de communes. Et puis aujourd'hui, on en a 35 qui se sont regroupés dans un syndicat. Et Énergie et Services de Seyssel, aujourd'hui, c'est donc le produit, l'entreprise d'exploitation de ce syndicat de communes qui assure l'électricité. Et en fait, je reviens sur la partie historique. En fait, c'est en 46. Donc la France, finalement, elle est composée comme Énergie et Services de Seyssel. Ce sont des communes qui se rassemblent. Et puis, en fait, c'est à la fin de la Deuxième Guerre. L'État a demandé à toutes ces entreprises locales de distribution si elles voulaient se nationaliser pour devenir, à l'époque, souvenez-vous, EDF, Électricité de France, qui ne faisait qu'une chaîne depuis la production jusqu'à la fourniture. Et voilà, ça c'est la partie un petit peu historique. Et donc à ce moment-là, 95% en fait des entreprises locales ont répondu favorablement à la demande de l'État. Et 5% ont décidé de rester comme elles étaient. Et en fait, pour ce qui nous concerne, on n'a pas évolué depuis, en fait. On reconnaît la culture savoyarde et haute-savoyarde l'indépendance. Je sais pas. En tout cas, quand on discute avec les élus, l'avantage de ce système, c'est que les réunions, elles sont décidées en local par les élus. Et c'est vrai que on a peut-être une rapidité entre le besoin et l'exécution qu'on aurait peut-être moins à l'échelle nationale en fait. Il y a vraiment la volonté aussi dans nos entreprises locales de distribution, c'est d'assurer ce service public. Donc nos valeurs, ça va être effectivement la proximité avec le client, nos personnels, effectivement dans notre entreprise, on a un peu de turnover. Donc ça fait que notre client qui apprécie de venir à notre rencontre, il reconnaît aussi ses conseillers, ses interlocuteurs. Non, chez nous, un nom et un visage, vraiment, ça fait partie des essentiels également. Ce qui est intéressant quand tu évoques la notion d'historique, c'est pendant la préparation de l'émission, on a évoqué l'Expo universelle. Il faut savoir, pour nos auditeurs, pour ceux qui s'en rappellent, c'est un clin d'œil d'une émission que j'ai vue il y a pas très longtemps sur la fameuse Tour Eiffel et qui avait un concurrent direct qui a failli passer devant la Tour Eiffel en termes de projet pour l'Expo universelle, qui était une tour dont l'ambition était d'éclairer toutes les rues sombres de Paris. Et finalement, ce projet n'a pas été retenu. Donc finalement, l'électricité était bien essentielle et était aussi une forme de pouvoir, de choses importantes qui étaient à l'origine de beaucoup de choses en activité. Et quand tu as ça dans ton entreprise et que vous avez gardé vous gardez du sens, vous gardez de la racine, de la profondeur. C'est vrai. Je sais pas quoi ajouter. Non, c'est bien. C'est ce que ça m'évoque. Mais on fait partie des essentiels, ça j'en suis sûre. Voilà. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui me plaît. Et j'aime bien garder le mot la fée électricité. On a repartagé dessus ce matin, mais c'est un peu ça. Et donc, vous êtes un peu la fée sur notre secteur. Et j'avoue que même moi, qui habite sur le secteur, c'est pas les questions que je me posais. Donc toi, comment t'as fait? Pourquoi t'es arrivé là? Comment t'as fait? Et comment tu fais pour que finalement vos collaborateurs soient reconnus pour une mission essentielle de service public? Eh bien, c'est tout le projet que je mène actuellement, en fait, parce que quand je suis arrivée, moi-même, je suis obligée de faire des recherches pour savoir un petit peu de quoi on parle, quel est le secteur d'activité. Et puis d'où on part. Et en fait, l'entreprise, c'est une entreprise. Aujourd'hui, elle fait 55 personnes. Jusqu'alors, elle était au niveau des ressources humaines. On fait très bien la paye, l'administration du personnel. Mais dans mon recrutement, on m'a demandé de mettre en place
un service RH avec des politiques, de l'accompagnement de direction, des managers, mettre en place une GPEP. GEPP, pardon. Bon, au final, ça fait à peu près la même chose. Hein, oui. Ça, mais donc voilà. Donc moi, vous voyez, c'est un petit peu le fil conducteur de mon parcours. Hein, c'est que moi, ce qui me fait aussi adhérer à une entreprise, c'est son projet social, en fait, hein, et tout ce qu'on aura le plaisir de mettre en place, même si c'est parfois un petit peu dur, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Et donc là, en l'occurrence, quand je fais mon audit, je m'aperçois qu'au niveau de la marque employeur, il y a très peu de sujets qui ont été travaillés. Il n'y a même pas de site internet pour y mettre les annonces. Voilà, donc je pars de très très loin, mais finalement, voilà, aujourd'hui j'ai investi tous ces champs-là. Et du coup, alors juste avant, moi j'ai quand même retenu, et ça c'est ce que je trouvais beau, c'est qu'en fait t'as pas remplacé une personne qui partait parce qu'elle avait juste envie de partir parce qu'elle était désalignée par exemple, ou pour, tout à fait. Mais t'as remplacé une personne qui avait envie de rester, qui pouvait pas rester, et t'as trouvé que c'était beau, t'avais envie de prendre la place de cette personne, et ça j'ai trouvé que c'était un peu une belle histoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est comme si, enfin moi la manière dont j'ai vécu le recrutement, c'est finalement donc cette personne, elle prend en charge son propre remplacement. Bon, ce qui est assez traditionnel quand on est RH. Enfin moi ça fait j'ai plusieurs fois recruté les personnes qui me succédaient. Mais pour le coup, là, je sais pas. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette personne. Je trouvais que ses valeurs humaines étaient très belles, et finalement, je me suis dit, je me retrouve en elle, et je suis d'accord pour prendre le relais, son relais à elle, et puis mettre en place tout ce qui restait à faire en fait. Donc voilà, c'était juste un clin d'œil, mais je trouvais que l'histoire était belle. Alors comment tu fais? Qu'est-ce que t'arrives là? C'est quoi les premières étapes? Les premières étapes, alors pareil, de mon expérience, je me suis dit qu'il fallait pas agir trop vite, fallait mieux prendre le temps, observer, regarder comment le geste était pratiqué. Voilà, on regardait un petit peu les logiques. Voilà, je pense que ce qui était important, c'était de pas arriver moi avec mes formules toutes faites, mais de m'adapter à là où l'entreprise était, et ensuite de mesurer le chemin à parcourir pour les emmener là où il faudrait être. Voilà, donc ça m'a pris peut-être une année pour bien faire le tour, parce qu'en RH, il y a des comment on va dire, on a des rendez-vous annuels en fait, hein, et finalement de fil en aiguille, je mène mon parcours comme ça tout doucement, d'essayer de ne perdre personne aussi, donc dans les managers et dans les collaborateurs. L'idée c'est de faire évoluer nos pratiques, voilà, et tout ça bien sûr en discutant. Faut pas l'oublier celui-là. Partage. Tout n'est pas digital. Non. Justement, c'est un sujet, je trouve qu'on envoie trop de mails. Et parfois, je dis, mais non, il faut choisir son support de communication. Il y a de la communication orale, il y a de la communication écrite. Parfois, c'est les deux. C'est essentiel de dire, je te dis ce qu'il faut, et ensuite, je t'écris ce qu'il faut. Parce qu'effectivement, le cerveau, il retient pas tout. Aujourd'hui, on le sait. Moi, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences. Et c'est vrai que là je suis en train de mettre en place des ateliers pour faire de l'entreprise apprenante. Voilà, donc j'essaye, maintenant que je connais mieux les gens, je travaille avec les managers pour savoir qui peut s'approprier une thématique particulière. Et l'autre jour, je débriefais avec l'un d'entre eux et je lui disais, mais tu sais, le cerveau, il retient pas tout. Donc il faut que tu en parles, tu mettes du visuel, tu fasses de l'émotion, parce que tu sais comment on se souvient, la mémoire, tu sais comment on se souvient. Mais j'ai dit, c'est parce que tu as eu une émotion au moment où tu... Et donc en fait, j'essaye de transmettre moi ce que je sais à ces techniciens, parce que finalement c'est des techniciens, et j'essaye de transmettre ce savoir humain. Alors on a un point commun, c'est que je m'intéresse aussi pas mal aux neurosciences, et pendant quelques années j'ai poussé très fort des gens qui éditaient le projet Voltaire en orthographe par exemple, et derrière il y a de la neuroscience, et ce que j'ai appris
qui est vraiment, ça je l'ai retenu, merci d'ailleurs, c'est que le cerveau, il est programmé pour oublier, plus exactement. Donc en fait, les connaissances, on les acquiert et c'est programmé pour partir. Alors c'est désespérant quand je pense à tous nos jeunes qui passent le bac, les examens de sens. Vous inquiétez pas. Tant que vous avez bossé, vous retiendrez jusqu'à l'examen. Dans 2 mois, il en manquera la moitié, mais ça sera dans 2 mois. Et l'idée, c'est qu'effectivement, tu as 2 champs de mémorisation de la connaissance. Tu as l'émotion et la répétition. Oui. Voilà. Et il nous disait toujours, vous n'allez pas pouvoir faire un arrêt cardiaque devant quelqu'un 25 fois pour lui expliquer une notion de sécurité. Par contre, vous pouvez soit une fois utiliser l'émotion et le reste, ça sera de la répétition et tu adaptes la répétition en fonction de chaque personne que tu as en face de toi et la situation que tu veux transmettre. Oui, et puis le temps, moi je considère que le facteur temps est un essentiel pour monter en compétences, pour gérer les changements, pour intégrer. On va pas tous à la même vitesse, mais pourvu qu'il y ait de la volonté aussi, envie de bien faire. Oui, l'envie. On parle de formation. Moi, je comprends qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas l'école pour rentrer chez toi. Oui. Comment vous faites ? Eh ben, donc c'est effectivement, comme il n'y a pas beaucoup d'entreprises, hormis les entreprises locales de distribution et un grand acteur national, en fait, ce sont des écoles internes que ces entreprises se sont dotées. Et donc, en fait, assez logiquement, j'ai envie de dire, c'est assez naturel. L'entreprise, elle investit elle-même dans son propre cursus de formation continue. Donc, c'est pas des formations diplômantes, mais c'est des formations qui nous permettent ensuite d'être habilités ou habilitables et ensuite de faire notre métier. On travaille sur de la haute tension, basse tension. La sécurité est très importante chez nous. D'ailleurs, chez nous, 80% des salariés sont sauveteurs secouristes au travail. En fait, nous, on a pris le principe que donc la sécurité était l'axe majeur de travail. Avant de travailler, on va dire. Et donc, il y a que les personnes qui ne se sentent pas de devenir SST qui ne sont pas SST. Voilà, c'est tout. Sinon, par défaut, on est tous SST. Ça, c'est une grande particularité. Si je reviens, allez, on va parler d'expérience candidat. Comment je fais pour te connaître ? Comment je fais pour postuler ? Et qu'est-ce qui se passe une fois que je postule ? Raconte-moi ce parcours. Eh bien, tout simplement, j'ai reproduit le parcours qui va bien. C'est-à-dire que oui, quand on postule, donc j'ai travaillé le support, le site carrière. Et puis, on fait une présélection d'abord de CV avec le manager. Et puis, une fois que les CV sont sélectionnés, donc maintenant je travaille avec un collaborateur pour m'appuyer dans mes missions, mais donc on fait une présélection téléphonique et comme je dis, l'idée c'est de vérifier l'adéquation de la personne, ce qu'elle recherche et nous notre besoin, mais également, vous savez comme moi qu'on entend beaucoup de choses dans la voix, on entend la motivation, on entend une partie de sa personnalité et pour moi ce contact-là il fait partie des essentiels dans le parcours du candidat. Donc c'est une étape très importante. Et donc ensuite, quand la personne elle a réussi à convaincre la partie RH, s'ensuit un parcours surtout avec le manager direct dans une première phase. Et puis, tout naturellement, on laisse le temps au manager direct de nous dire quels sont les candidats qu'il a préférés ou pas. Et ensuite, se suivra une seconde phase où le candidat rencontrera le manager N+1 et moi, en fait, en tant qu'RH. Encore une fois, j'ai vraiment joué sur le facteur temps pour permettre en tout cas à la fois au candidat mais également à l'entreprise de se laisser l'idée, de laisser mûrir l'idée de dire est-ce que j'ai envie de travailler dans cette entreprise et est-ce que j'ai envie de travailler pour ces gens-là en fait, avec ces hommes-là. Et je trouve que c'est un processus qu'il ne faut surtout pas négliger. À vouloir aller trop vite, j'ai essayé au début et en fait je crois que c'était pas très satisfaisant, ni pour les candidats, ni pour l'entreprise. C'est un peu l'allégorie, de l'apprivoiser. Je sais pas, mais encore une fois, je crois beaucoup à la rencontre et c'est ce que je dis finalement, de voir un visage, et puis 2, et puis 3, puis finalement, puis tout doucement, en fait, avec le temps,
on se dit tiens, je me verrais bien ou pas travailler avec ces gens-là. Parce que ce qu'ils me racontent, déjà j'entends la même chose, ça c'est aussi important. Et puis de se laisser, faire ce contact. Quoi. Souvent, moi j'entends des candidats me dire j'ai une autre proposition, ça arrive vendredi, moi j'ai jusqu'à vendredi et après je veux pas. Ou j'ai mon DG qui me dit attends mais moi je suis hyper pressée donc il faut la réponse là maintenant. Et t'as raison, je trouve que cette compression du temps, en fait, ça fait qu'on prend des décisions dans l'urgence. Et on a travaillé avec Laurent pour quelqu'un qui, au contraire, on a poussé à ce que les gens puissent faire une journée d'intégration bien avant qui soit recruté. Et ça, c'est formidable parce que, du coup, effectivement, c'est une histoire d'alignement. Est-ce que la personne entend le même message de tout le monde? Est-ce que ce que j'ai entendu de l'entreprise à l'extérieur, c'est la même chose que ce que je vis moi à l'intérieur? Souvent, il peut y avoir des décalages, notamment dans les petites structures. Et puis, est-ce que je me vois me projeter? Alors, une journée, c'est peut-être pas suffisant, mais est-ce que je me projette dans l'entreprise demain? Oui. Alors non, oui, ça, moi je travaille pas cette journée d'intégration, de pré-embauche. C'est un peu ça. Mais je pense que l'histoire des rendez-vous qui se suivent sur peut-être 2 ou 3 semaines. C'est déjà bien. En tout cas, moi, dans mon entreprise, ça c'est tout à fait adapté. Et puis, par contre, oui, comme tu dis, moi, je suis très transparente sur là où on en est, les projets de l'entreprise. Je veux absolument pas qu'il y ait de déconvenues. Entre le discours et la réalité des choses si on embauche la personne. Je te propose vraiment de reparler de ce point juste après une pause musicale parce qu'on est super en phase sur ça. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac 92.fm et dans l'émission Plongée au cœur de l'entreprise que j'anime avec Laurent. Et aujourd'hui, nous accueillons Sandra de Chaumet qui est DRH de l'entreprise Énergie et Services de Seyssel. Alors de l'entreprise du service public, on peut dire ça comme ça. Sandra, juste avant la pause musicale, on s'est arrêté sur l'entretien de recrutement et effectivement sur le fait qu'on soit toutes les deux en phase, mais j'imagine Laurent aussi, c'est mieux de dire les choses en entretien pour pas que le candidat découvre le jour où il arrive dans l'entreprise et soit déçu. On est complètement en phase là-dessus. Sandra, comment tu fais du coup? On a compris le recrutement, tu prends le temps de recruter les bonnes personnes. Il n'existe pas de formation pour vos métiers, donc il y a une école de formation en interne qui est très technique. Et toi, comment tu fais pour continuer d'accompagner ces gens sous les autres formes, parce qu'il n'y a pas que la formation technique? Comment tu les intègres bien dans l'entreprise? Tu leur fais comprendre quelle est votre culture, ce sens du service public? Dis-nous tout. Oui, alors après, je suis pas toute seule. Il y a également les managers qui contribuent, les managers, les collègues. Enfin, on est tous dans le même bateau. Mais c'est vrai que moi, je suis dans l'entreprise depuis 2022. Précédemment, l'entreprise, elle formait essentiellement les métiers d'expertise. Donc, elle était orientée uniquement sur l'aspect, on va dire, technique. Et en fait, c'est aussi mon regard à moi qui est tout neuf, en me disant, tiens, je commence à comprendre un petit peu parfois qu'on travaillerait mieux si on suivrait telle ou telle formation, par exemple, savoir gérer son temps, ses priorités, savoir animer, enfin voilà, des petites choses qui professionnalisent un emploi, parce qu'en fait, on n'est pas uniquement le métier, on est aussi plein d'autres choses en fait au travail. Également, on doit tous être des communicants. Donc, quand on se dit ça, il faut aussi comprendre que derrière, on n'est pas tous faits de la même manière, on pense pas tous de la même manière. Et pour autant, il faut composer et travailler ensemble toute la journée, faire en sorte que ça se passe bien. Donc dans le parcours, donc là je suis un petit peu au début de mon projet de démarche GEPP que je vais bientôt débuter, mais j'ai commencé à mettre en place des parcours, des formations un peu essentielles, dites essentielles à un métier. Maintenant que je maîtrise un peu mieux tous ces métiers.
Et notamment dans les essentiels, sur certains profils qui sont au contact du public, on va leur proposer une formation de gérer la clientèle difficile pour nos gestionnaires clientèle, mais pas que, également tous nos techniciens qui sont en phase avec la clientèle quand ils sont dans des travaux, vous savez, les travaux de raccordement par exemple. Voilà, donc la communication. Le management également, c'était voilà, on était dans une entreprise où le manager était l'expert et finalement on lui demandait de travailler avec son intelligence à lui, mais n'empêche que dans les formations de management il y a quand même des essentiels à aller chercher et donc voilà, donc on les complète. Moi j'ai envie de dire on les complète par ce qui existe, par le savoir qui existe et on leur transmet. Et voilà, et en fait aujourd'hui tout le monde est content. Ouais, c'est, voilà, je sais pas quoi dire, mais j'ai que des bons retours sur tous ces aspects-là. Je vais prendre un exemple. On avait des monteurs en réseau d'électricité qui ce que j'avais oublié de dire, c'est que la mobilité interne est déjà très prégnante dans notre entreprise. Et donc, chaque fois qu'on ouvre un poste, on va forcément regarder en interne s'il y a un postulant ou pas. Et ce postulant, on va l'accompagner de toutes les meilleures manières pour le faire monter en compétence sur le nouveau poste. Et notamment nos monteurs en réseau d'électricité qui ont pris des postes, on va dire, un peu plus de bureau, avec une partie un peu plus importante en bureau. Je me suis aperçue qu'ils n'étaient pas toujours accompagnés sur la partie, on va dire, bureautique. Savoir gérer son agenda Outlook, savoir gérer sa messagerie, je sais pas, le Teams, le tableau Excel, ça fait partie du quotidien d'un emploi de bureau, mais on s'était pas toujours intéressé de savoir comment la personne allait monter en compétence sur ces outils-là. Donc ça fait partie maintenant du parcours, voilà, il me reste plus qu'à l'écrire, mais c'est comme ça qu'on fait déjà. Mais voilà, de dire, dès quand on prend un poste comme ça, eh bien, voilà les essentiels de la formation qu'on doit avoir entre les mains. C'est drôle quand tu racontes ça, moi ça me fait vraiment écho à ton parcours. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui est expert techniquement, qui finalement va apprendre quelque chose sur le tas. Oui. Je peux prendre par exemple un manager, je suis expert techniquement. On me propulse au poste de manager, souvent parce que j'étais un très bon expert. Et puis, parfois, on s'arrête là, dans certaines entreprises. Et toi, t'as dit, non, comme tu l'as fait pour toi-même, t'es allé chercher une formation RH. Et là, tu leur offres une formation sur des sujets qui sont pertinents pour toi dans ton entreprise, en fait. Exactement. C'est pas la formation généraliste des managers. Exactement. Et d'ailleurs, je me suis posé la question quand j'ai débuté. Je me suis dit, tiens, je me suis partie recruter mon consultant qui allait nous accompagner. Même lui, il le sait qu'il a été recruté. Mais pour dire, j'avais le choix, en fait, sur des personnes qui me disaient, mais moi, je peux vous accompagner sur tout, en fait. Et puis, je me suis posé cette question en me disant, est-ce que c'est bien d'avoir le même qui fait tout ? Et en réalité, je me suis dit non, je vais faire ma propre école de formation avec des consultants qui ont leurs propres caractéristiques ou leur propre domaine de compétences sur lequel ils excellent. Et pour le coup, comme ça, eh bien, j'ai plusieurs formateurs, souvent des indépendants, et qui viennent pour nous et pour nous salariés, voilà, leur enseigner, leur transmettre ce qu'ils ont à leur transmettre. Tu fais un peu ta palette de couleurs en artiste peintre. Et vous savez quoi, c'est là où j'aime beaucoup. Ah voilà. Donc le Van Gogh des ressources humaines, n'est-ce pas, par exemple, entre autres. Ouais. Et il y a une image qui me vient aussi, c'est que c'est un peu comme si tu étais un peu une RH augmentée qui transmet à ses collaborateurs augmentés. Ah, je sais pas. Puisque tu les emmènes toujours vers un peu plus de compétences dans leur métier. Oui. Et l'idée, c'est que ça se fasse le plus naturellement possible. Limite, ils s'en aperçoivent pas et moi non plus. Et c'est juste la suite logique du parcours, quoi. Ça, c'est bien quand c'est intégré. Oui, ça devient naturel. C'est pas une obligation de passer la formation. C'est juste, j'y vais parce que ça me fait plaisir. Je sais que je vais acquérir une compétence dont j'ai besoin pour mettre en place sur le terrain. Et j'imagine que tu as des super retours de tes managers. Oui, et puis moi, ce que je vois surtout évoluer, c'est la posture, en fait. Je vois que les raisonnements ne sont plus tout à fait... on a fait bouger le curseur, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Vous savez, l'histoire de
d'avoir l'angle de vue. On voit qu'on a mis un petit pas de côté. Peut-être qu'il y en a encore quelques-uns à faire. Donc, on est dans la démarche, dans la dynamique, en fait, du changement. Et ça, c'est pareil. Il faut y aller doucement. Mais quand on arrive à voir qu'on arrive à emmener tout un groupe avec ce petit pas de côté, je pense qu'on a déjà fait une partie de ce qu'il fallait faire. Moi qui suis experte conduite du changement, en tout cas c'est ma formation initiale et dédiée aux ressources humaines, effectivement j'ai appris la méthode des petits pas des Japonais. Et je me retrouve dans ce que tu dis, c'est-à-dire n'allons pas essayer de gravir l'Everest, commençons petit à petit et surtout embarquons tout le monde parce que quand on est dans une structure, on peut pas laisser quelqu'un de côté. Exactement. Faut faire avec. Et je trouve que voilà, le parcours que tu nous décris, en tout cas, il me fait penser à ça. Comment tu fais pour démontrer que vos métiers ils sont essentiels, parce que là on n'en a pas bien parlé, mais effectivement les agents qui travaillent avec toi, ils font un métier essentiel. Oui. C'est-à-dire que sans eux, je pourrais pas vivre chez moi, j'aurais pas l'électricité. Nous ne ferions pas de radio. On ferait pas de radio, exactement. Donc il faut aussi mettre ces gens-là en avant parce que c'est vraiment un métier essentiel. C'est vrai. Je travaille beaucoup sur ce sujet-là parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai observé. C'est ce qui m'a sauté aux yeux dès que je suis rentrée dans l'entreprise, c'est dire mince, c'est vrai, je me suis jamais posé la question de comment arriver l'électricité quand j'appuie sur le bouton de la lumière, quoi. Et au final, quand on s'intéresse à toute la chaîne de l'énergie, c'est un monde, c'est un univers. Je prends souvent l'exemple de Alice au pays des merveilles. Finalement, j'ai ouvert la petite porte, je me suis aperçue que derrière, il y avait tout un monde, toute une organisation qui est plutôt bien structurée. Il est assez joli d'ailleurs, même dans l'état d'esprit, parce que tous ces agents qui œuvrent au quotidien pour le service public, c'est un état d'esprit, c'est envie de servir l'autre, c'est envie de satisfaire, et puis d'être satisfait, d'avoir satisfait, en fait, c'est un peu ça. Chez nous, donc on intervient également en astreinte. Et donc, en fait, nos agents sont les premiers à intervenir quand il y a une coupure d'électricité, quand il y a un arbre qui est tombé sur une ligne électrique, quand il y a eu la tempête. Ils sont tout de suite sur le terrain pour réalimenter tout le secteur, en fait, qui a été coupé, quoi. Ils sont au service des autres. Ils sont au service, oui. Et c'est vrai que ça, l'état d'esprit fait partie aussi dans le parcours de recrutement. On vient sur cet aspect-là pour voir si la personne elle a envie d'aider l'autre, en fait, finalement. Et vous avez des pompiers de l'électricité, c'était ça le terme que tu utilisais. Oui, mais c'est vrai. On intervient le plus rapidement possible pour rétablir l'électricité le plus rapidement possible. Le temps file. C'est vrai que souvent on dit on n'est pas content quand il n'y a plus d'électricité, mais on oublie de remercier les gens quand ça fonctionne. Donc on peut vous dire, on peut te dire à toi et on peut te dire à tes collaborateurs un grand merci pour tout ce que vous faites pour nous. Sandra, je suis confuse. Nous allons devoir nous quitter et mettre fin à cette émission, et pourtant j'aurais encore discuté des heures avec toi. Un grand merci pour ça, pour tout ce que tu nous as appris, pour la découverte d'énergie et services de Seyssel. Merci Laurent. Merci à vous. Écoutez, cette journée-là, restez à l'écoute parce que elle est incroyable. Et, alors, je vous donne les émissions du jour, mais restez jusqu'au bout. Donc, à 12h05, on retrouve Élodie avec l'émission Enquête de sens, où là, on va redonner du sens. On va aller voir des gens qui retrouvent ce sens dont on a parlé, Sandra, tout à l'heure. À 13h, alors, une émission qui me tient à cœur parce que je suis engagée dans les associations. Mireille va nous présenter une association dans son émission Place aux associations. On retrouve à 17h Sonia dans Grandi Ose, qui nous fait aussi découvrir des parcours de vie incroyables. Et alors une émission que j'apprécie particulièrement, et notamment parce que c'est l'heure du déjeuner, c'est Eva qui nous présente C'est local et c'est bon, et qui nous fait découvrir des producteurs locaux, et surtout ça nous donne faim. Il est midi, on a tous très faim. Si vous avez raté une partie de l'émission, si vous n'êtes pas à l'heure pour écouter nos émissions, vous pouvez retrouver toutes les balados-diffusions sur le site internet de Radio Grand Lac et sur son application
Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée sur Radio Grand Lac. Merci beaucoup. Vous cherchez une communication efficace pour vos projets, vos événements ou votre entreprise? Ne cherchez plus. Radio Grand Lac, c'est votre partenaire de proximité pour un message qui porte loin. N'hésitez pas à nous contacter.